Bonjour et bienvenue à notre webinaire compact sur le thème « Que se passe-t-il quand cela arrive ?» Et êtes-vous prêt pour cela? Imaginez que, justement maintenant, votre système informatique central tombe en panne. Ou bien qu'une cyberattaque paralyse toute votre communication. Boiteux. Savez-vous ce qu'il faut faire ensuite? Ou bien des heures précieuses seraient-elles perdues en accusations, panique et chaos? La vérité, c'est qu'une crise n'est pas une question de si, mais de quand. Et ceux qui ne sont pas préparés perdent du temps, de l'argent, leur réputation et, dans le pire des cas, l'entreprise tout entière. Assurons-nous ensemble que vous ne vous retrouviez jamais dans une telle situation. Je m'appelle Marcus Lavrens. Je travaille chez UMB dans le domaine du business consulting, avec un accent sur la gestion de la sécurité de l'information, la gouvernance, le risque et la conformité. Et aujourd'hui, j'ai avec moi mon collègue Mike Paprot. Mike est le responsable du Cyber Defense Center et va aborder le sujet à travers des scénarios passionnants tirés du quotidien. Bonjour Marcus, merci beaucoup pour cette introduction. Oui, j'attendais ce webinaire avec impatience, aujourd'hui. Petite info, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Celles-ci seront répondues à la fin. Quand on parle de continuité d'activité, il s'agit de bien plus que de simples processus et documents. La vérité, c'est qu'aucune entreprise n'est invulnérable et nous savons tous que les menaces ne sont pas hypothétiques. Absolument, Marcus. Et c'est exactement ce que nous constatons chaque jour dans notre Cyber Defense Center. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand. Et quand cela arrive, on voit si une entreprise n'était préparée que sur le papier ou si elle reste réellement opérationnelle. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous voulons comprendre pourquoi la continuité d'activité est si cruciale, mettre en lumière les défis et surtout montrer comment les entreprises peuvent s'y préparer. Commençons ensemble avec un regard lucide sur la réalité. Mike, à quelle fréquence vois-tu, dans ton Cyber Defense Center, des entreprises réellement prises au dépourvu par une attaque? Marcus, pour être honnête, c'est tous les jours. La plupart des entreprises pensent être bien préparées jusqu'à ce que ça leur arrive. Et voici un chiffre qui fait réfléchir. En 2023, la durée moyenne d'interruption après une attaque par ransomware était de 22 jours. Imagine que ton entreprise ne puisse pas fonctionner pendant plus de 3 semaines. Qu'est-ce que cela signifie pour les clients, pour le chiffre d'affaires, mais aussi pour la réputation? C'est un chiffre impressionnant et il montre à quel point l'impact peut être énorme. J'ai encore quelque chose à ajouter. Selon le risque baromètre d'Allianz, les cyberattaques sont, en 2024, pour la première fois, considérées comme le plus grand risque commercial au monde, devant les catastrophes naturelles et les crises géopolitiques. Cela montre clairement que la continuité d'activité n'est pas un gadget informatique, mais une question existentielle. Absolument. Et tu sais ce qui est encore plus inquiétant? 60% des entreprises concernées déclarent que le plus grand préjudice n'a pas été la perte financière, mais la perte de confiance de leurs clients. Un seul incident peut signifier la fin d'une entreprise si les clients perdent confiance. Et c'est bien là que réside le problème. Beaucoup d'entreprises ont des sauvegardes et pensent que cela suffit. Mais à quelle vitesse ces sauvegardes peuvent-elles vraiment être utilisées en production? Qui assume quel rôle en cas de crise? Et à quelle fréquence ces scénarios sont-ils testés? Bonne question. Car 80% des entreprises qui disposent d'un plan d'urgence ne le testent jamais ou bien trop rarement. Et c'est exactement ce qui se passe, comme nous le voyons si souvent au SOC. Il existe un document avec des procédures, mais quand il faut agir, personne ne sait quoi faire. Cela nous amène justement à la question suivante. Où se trouvent les plus grandes faiblesses? Regardons de plus près pourquoi la continuité d'activité échoue souvent dans la pratique et comment éviter ces pièges. Je récapitule encore une fois. Nous avons compris. Les cyberattaques et les pannes ne relèvent pas du si, mais du quand. Mais maintenant, ça devient intéressant. Pourquoi une entreprise échoue-t-elle malgré tout à chaque fois que cela se produit? Mike, lorsque tu observes dans ton Cyber Defense Center, quelles sont les failles les plus courantes? Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a une que je remarque sans cesse. Les entreprises pensent qu'elles sont bien préparées jusqu'à ce qu'elles fassent un test. Mais si, par exemple, le mauvais dossier est chiffré, alors plus personne n'a accès au plan d'urgence. Et là, personne ne sait quoi faire. Les plans sont rangés quelque part. Ils sont archivés, les accès manquent, les responsabilités ne sont pas claires. Et ensuite, on perd des heures précieuses, voire des jours, rien que pour savoir qui doit faire quoi. Et c'est exactement ça, le problème.
L'un des plus grands défis, c'est de connaître l'état actuel. Qui est concerné? Quels systèmes sont interconnectés? Quels processus critiques doivent redémarrer en priorité? Beaucoup d'entreprises perdent des jours rien que pour le découvrir. Et une fois que vous le savez, le problème suivant se pose. Comment se déroule exactement une telle reprise? Beaucoup pensent, nous avons des sauvegardes. Mais est-ce que la sauvegarde est vraiment exploitable? Qui la valide? Et où est-elle restaurée, au juste? Bonne remarque. Et même si vous parvenez à lancer un processus de récupération, beaucoup se heurtent à un énorme problème. La réalité documentée versus la réalité vécue. Un exemple tiré de la pratique. Dans une entreprise, le processus de reprise pour SAP était décrit précisément. Mais personne ne savait qu'entre-temps, une nouvelle solution d'authentification avait été mise en place. Résultat, SAP avait été restauré, mais personne ne pouvait se connecter. Classique. Et à cela s'ajoute. Les rôles et responsabilités sont souvent flous. Qui décide, en fait, quand une situation d'urgence est déclarée? Et qui communique avec la direction? Et qui communique avec le client? Et qui, au final, donne le feu vert pour relancer un nouvel environnement? Et là, on ne parle même pas encore des coûts. Chaque heure d'interruption coûte, selon la taille de l'entreprise, entre 100 000 et plusieurs millions de francs. Mais tu sais ce qui est encore plus fou? Les véritables dégâts proviennent de l'informatique. Au-delà. Les clients partent, des contrats sont résiliés et certaines entreprises ne s'en remettent jamais. Exactement. Et c'est là que réside le vrai défi. La continuité d'activité n'est pas seulement un problème informatique, c'est un problème business. Si les entreprises ne comprennent pas cela, elles mettent toute leur existence en danger. Et c'est précisément là que nous intervenons. Comment puis-je rendre une entreprise résiliente? D'accord, je récapitule. Nous avons compris où se trouvent les plus grandes faiblesses. C'est le manque de clarté. Sur l'état actuel, des responsabilités floues, des processus non testés et les coûts énormes d'une panne. La grande question maintenant, c'est que faire pour sortir de ce piège? Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que la continuité des activités n'est pas sorcier. Si l'on suit les bonnes étapes, il ne s'agit pas de se prémunir contre chaque attaque possible, mais de rester opérationnel quand cela arrive. Et c'est là que nous arrivons aux 3 facteurs clés de réussite. Premièrement, un plan d'urgence clair. Les entreprises doivent savoir quels processus sont vitaux, quels systèmes sont critiques et quelles sont les dépendances existantes. Deuxièmement, des playbooks qui fonctionnent réellement. C'est-à-dire, qui fait quoi, quand et comment. Et pas seulement sur le papier, mais aussi pratiqué et testé. Et un centre de cyberdéfense capable de détecter et de contrer les menaces à un stade précoce, avant qu'elles ne deviennent une crise. Un SOC bien établi peut non seulement détecter les attaques rapidement, mais aussi y réagir et empêcher leur propagation. Car au final, la meilleure continuité d'activité est celle dont on n'a même pas besoin, parce que les attaques sont stoppées avant de pouvoir causer des dégâts majeurs. Et c'est bien ça, le point essentiel. La continuité d'activité ne commence pas au moment de la crise, mais bien en amont. Les entreprises doivent planifier et simuler la situation d'urgence de manière proactive. Et surtout, elles doivent l'opérationnaliser. Ce n'est qu'ainsi qu'un document devient un véritable mécanisme de protection. Absolument. Et si vous vous demandez maintenant, comment puis-je concrètement mettre cela en place? Et où en suis-je avec mon entreprise? Eh bien, nous avons exactement les solutions qu'il vous faut. Nous disposons de concepts d'urgence et de playbooks adaptés aux processus métiers spécifiques. Pas de documents standards inutiles, mais de véritables consignes d'action pour les situations critiques. Nous avons des playbooks éprouvés et préparés, selon lesquels nous agissons toujours. Nous nous appuyons sur un standard de l'Institut des sciences, appelé processus PICAL. Celui-ci se compose de différentes phases. Tout commence par la phase de préparation, au cours de laquelle tout est mis en place. Nous avons une phase d'identification, où un incident est identifié et l'impact analysé. Une phase de confinement, durant laquelle on limite les dégâts, tout en sachant qu'un préjudice important peut survenir. Éradication ou remédiation, c'est-à-dire que tout est à nouveau nettoyé. Récupération, je reviens. Retour au processus normal et aux enseignements tirés, qui font toujours partie du processus. Le point préparation englobe les sujets de gestion du contenu métier et de plan d'urgence. Et c'est le point le plus important, car tout le reste repose sur ces bonnes préparations. Et bien sûr,
les services CDC, qui surveillent les systèmes 24h24 et peuvent stopper les menaces avant qu'elles n'escaladent, à condition qu'elles soient détectées à temps. Car au final, la question n'est pas de savoir si quelque chose va arriver, mais à quel point vous êtes préparé lorsque cela arrive. Au bout du compte, tout tourne autour du temps. Du temps perdu lorsque les entreprises ne sont pas préparées. Et du temps que les entreprises n'ont pas lorsqu'une crise survient. Exactement, car ce temps détermine le succès ou l'arrêt total. Du temps gagné grâce à la détection préventive au sein du CDC. Du temps grâce à des concepts d'urgence structurés et des playbooks éprouvés. Qui est ainsi sécurisé. Et surtout, du temps que vous récupérez parce que vous êtes préparé, au lieu de sombrer dans la panique en cas de crise. Avec notre Cyber Defense Center, les entreprises récupèrent précisément ce temps grâce à la détection précoce et à la prévention des pannes avant qu'elles n'escaladent. Exactement. Qu'est-ce qui nous motive ici à lancer cet appel? Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard lors de la session de questions, si on nous sollicite. Avec nos services, pas forcément chez nos clients habituels, mais souvent aussi chez de nouveaux clients. Dans la plupart des cas, le pire scénario s'est déjà produit et ce n'est vraiment pas agréable à voir. Nous savons qu'à ce moment-là commence une période qui demande énormément d'efforts, de nombreux sacrifices, des coûts élevés et, potentiellement, d'énormes pertes. Tout cela est lié. Et nous regardons dans les yeux des gens, du PDG. Jusqu'à chaque autre employé d'une entreprise qui craint pour son emploi et même pour sa propre existence. Et c'est justement ce que nous aimerions éviter. Ce n'est vraiment pas agréable à voir. Avec des plans d'urgence et des playbooks, nous réduisons drastiquement les temps d'arrêt et de redémarrage, car en cas de crise, chacun sait exactement quoi faire. Pas de chaos, pas d'hésitation, pas de perte de contrôle. Car au final, la continuité d'activité, c'est exactement cela. Créer du temps. Du temps qui détermine si vous perdez ou si vous gagnez. Si vous voulez donc savoir où vous en êtes et à quel point vous êtes bien préparé, faites-le. Parlez-nous. Nous vous aidons non seulement à avoir un plan, mais aussi à être sûr qu'il fonctionne réellement. Merci beaucoup de votre attention. Et n'oubliez pas, la continuité d'activité ne commence pas quand cela arrive, mais bien maintenant. Vous pouvez maintenant nous poser vos questions dans le chat. Nous sommes prêts à répondre de manière responsable. Et je regarde maintenant sur le moniteur de régie si des questions sont déjà arrivées. Nous en avons une. Je vais lire la question à voix haute. À quoi ressemble une situation typique que vous rencontrez? Avant un avant. Dans une entreprise concernée, donc, à quoi ressemble la situation? Très variable, en réalité. Allant de réactions très paniquées. Ça ne peut quand même pas nous arriver. Mais nous avions pourtant un antivirus. Et en plus, nous ne sommes vraiment pas intéressants comme cible. Pour l'attaquant éthique, peu importe ce qui se cache derrière une entreprise. Ce sont des attaques très opportunistes, ils saisissent chaque occasion et chiffrent, par exemple lors d'attaques par ransomware. Et ils se moquent complètement des conséquences personnelles derrière. Et ensuite, cela varie énormément. En général, il y a effectivement eu des préparatifs rudimentaires, mais au final, personne ne sait vraiment quoi faire et personne, au début, n'assume la responsabilité. Et nous avons eu par le passé de très bons exemples où, entre autres, des PDG ont agi avec beaucoup de sang-froid et ont pris de bonnes décisions. Mais nous avons aussi des exemples où un PDG prend tout simplement la direction d'une cellule de crise alors qu'il n'est tout simplement pas dans ce rôle. Et c'est pour cela que ces choses doivent être clarifiées à l'avance afin que chacun sache quand et où les décisions sont prises. Un PDG devrait accompagner, mais ne devrait pas diriger. Merci. Une autre question vient d'arriver. Je vais la lire. Que faire si les sauvegardes sont également chiffrées? Cela fait évidemment partie de l'analyse. Nous accompagnons et nous essayons de tirer le meilleur parti de la situation. Il existe des situations où il n'y a tout simplement pas d'autre possibilité que de négocier avec les attaquants pour pouvoir simplement rétablir l'activité. Nous avons connu des situations qui sont toujours très éprouvantes, car au final, s'il n'y a pas de sauvegarde, il faut décider, puis-je continuer mon activité sans sauvegarde ou en ai-je absolument besoin? Idéalement, on peut s'en passer, mais si ce n'est pas possible, il faut négocier et obtenir le meilleur résultat possible, se fixer des objectifs dans les négociations et les atteindre, afin que l'activité puisse continuer. Merci. Une autre question vient d'arriver. Comment peut-on tester efficacement les processus BCP au quotidien?
À quel point une procédure de test doit-elle être complexe? On peut commencer simplement par ce qu'on appelle des exercices sur table. Là, on s'assoit ensemble et on simule tranquillement les scénarios autour d'une table. On passe en revue tous les scénarios. On se plonge dans la situation et, dès cette première étape, on peut déjà analyser où ça coince avant de passer ensuite à tester ces processus de continuité. Dans la vie réelle. C'est donc encore une étape supplémentaire à franchir. Exactement, je pense qu'il est important de comprendre qu'au début, on peut tester beaucoup de choses en théorie. Mais il y a certains aspects qu'il faut absolument tester en pratique. Par exemple, un scénario de redémarrage devrait au moins être testé jusqu'au point où l'on vérifie si l'on est réellement capable de le faire. Par exemple, de reconstruire un contrôleur de domaine dans une approche Greenfield et de raccorder les systèmes existants. Mais cela peut se planifier, c'est pour ça que vous êtes là, c'est ce que vous faites avec les clients. Et ensuite, on peut très rapidement définir combien d'efforts on souhaite y consacrer, dans tous ces scénarios de test. Merci. Une question très intéressante vient d'arriver. Est-il recommandé de garder des bitcoins à disposition? Bonne question. Je ne sais pas. Détenir des bitcoins dans l'ordre de grandeur qui est généralement exigé, c'est plutôt un investissement qu'une véritable préparation. Il est conseillé de comprendre comment obtenir de l'argent à ce moment-là et d'acheter des bitcoins dans le temps imparti. Là-dessus, nous pouvons vous accompagner. Nous avons aussi des partenaires qui s'en occupent et qui ont fait leurs preuves. Mais je ne les garderai pas en réserve. C'est mon avis personnel, mais je sais que toi, tu as un point de vue différent. Comme je l'ai dit, mais là, il s'agit plutôt de non. Garder des bitcoins en réserve n'a pas de sens. Mais savoir comment fonctionnent les processus pour obtenir rapidement des bitcoins, ça oui. Exactement. Il existe des partenaires auprès desquels on peut ensuite échanger l'argent nécessaire contre des crypto-monnaies. Là aussi, un exemple concret, cela peut se faire en une demi-journée si l'on dispose des fonds nécessaires. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurai encore une recommandation. Nous organisons un autre événement le 20 mai à 14h30 dans nos locaux Impulse 5, qui portera le titre suivant. Cloud et sécurité. Uniquement en double, vraiment fort, où nous discuterons de la thématique cloud et sécurité avec plusieurs partenaires. Le lien d'inscription est, je crois, disponible là-bas et il est aussi accessible sur LinkedIn. Nous serions ravis si certains d'entre vous décidaient d'y participer. Et ainsi, nous arrivons à la fin du webinaire. Nous vous remercions pour votre temps et vous souhaitons un excellent début de journée. Merci beaucoup, passez une bonne journée.